Nous sommes à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Dans quelques minutes, la 5e mission des différentes composantes du projet d'amélioration de la résilience du système agricole au Tchad, PARSAT, prendront le départ pour le terrain dans la zone d'intervention du projet. Un projet qui ne se supervise pas, ce n'est pas un projet à mon sens. Un projet, il faudrait qu'il y ait toujours un regard extérieur, un appui extérieur, des gens qui viennent évaluer ce que vous faites, qui vous font des recommandations. Et le FIDA, Dieu merci, fait toujours la supervision de ces projets. Le PARSAT aujourd'hui est à sa 4e année, je veux dire, si on tient compte de la date d'entrée en vigueur, mais il est à sa 3e année par rapport à la date effective de son démarrage. Nous sommes à la 5e supervision, cela veut dire qu'il y a eu déjà 4 supervisions qui ont eu lieu. Les supervisions sont toujours conjointes FIDA-gouvernement, et avec les supervisions vous tirez beaucoup d'enseignements, vous apprenez beaucoup aussi. Et cela vous sert pour pouvoir mener à bien le projet. Le FIDA est toujours venu avec des consultants qui sont des renoms, qui chacun maîtrise son sujet. Et là, j'avoue aussi que la partie gouvernementale a toujours mobilisé des cadres qui ont les compétences et qui peuvent aider à pouvoir nous appuyer dans la mise en œuvre du projet de façon effective et efficace. Le projet PARSAT a évalué ses réalisations du 15 octobre au 2 novembre 2018 dans les 6 départements de la province et du centre du pays. Les 4 anciens départements du Guéra, les départements du Guéra, d'Abtouyour, de Mangalmé et de Barsignaka, ainsi que le département de Dababa dans le Hadjar-Lamis et N'Djamena Bilala dans le Bata pour voir la situation de ses principaux indicateurs. C'est une mission conjointe constituée du Fonds international de développement agricole, la FIDA, et du gouvernement, répartie en 4 équipes. Environnement et changement climatique, infrastructure, alphabétisation et nutrition, et enfin, une dernière équipe, champs, écoles paysans et activités génératrices de revenus. Examiner les progrès techniques et financiers réalisés dans cette zone d'intervention du projet depuis le démarrage de ses activités en 2015 jusqu'à la dernière supervision en mai et juin 2018. La mission identifie les contraintes et donne en même temps des orientations et fait des recommandations pour améliorer les performances. Dans le volet infrastructure, nous avons d'abord une activité phare qui constitue même l'ossature du projet, qui est centrée sur les aménagements pour les cultures irriguées, les cultures des décrues et les cultures pluviales. Nous avons un objectif d'aménager 10 000 hectares. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 000 hectares déjà aménagés. Donc, on estime que l'avancée est très bonne, surtout pendant la campagne passée. Nous avons pu faire un bond qualitatif en aménageant plus de 4 000 hectares. Et ça, avec la saison des pluies, dans la campagne agricole qui s'annonce très bonne, c'est qu'on estime que nous sommes en train de faire des choses qui sont tout à fait merveilleuses.
Et par rapport aux infrastructures, toujours, nous avons des magasins qu'on doit construire et les équiper et les doter des stocks de céréales. Ces magasins sont entièrement construits, je peux dire déjà à 100%. Donc cet objectif est totalement atteint. Concernant les pistes rurales, les objectifs sont en passe d'être atteints parce qu'on a 6 tronçons de pistes rurales dont les travaux ont démarré. Les travaux se poursuivent. La réception a été déjà faite pour certaines pistes. Il se trouve qu'il y a eu de petits manquements au niveau des études techniques au début et qui ont fait que les travaux se sont conformés essentiellement à ces études. Nous sommes en train de faire des travaux confortatifs pour pouvoir gérer cela. Donc globalement, c'est que nous sommes satisfaits de l'avancée. Après 3 années et demie d'activité, les réalisations du PARSAT sur le terrain sont jugées satisfaisantes dans le domaine des infrastructures. Le projet a aménagé près de 1400 hectares de cultures irriguées, des décrues et pluviales au profit de plus de 3000 bénéficiaires et a construit 154 puits maraîchers pour la mise en valeur de 72 hectares. Il a mis en place 76 comités de gestion des sites aménagés et formé plus de 2000 personnes aux techniques de gestion d'aménagement, dont 140 femmes. Sont aussi identifiés 439 hectares pour les cultures maraîchères, 3096 pour les cultures pluviales et 10 142 pour les cultures de décrues. S'ajoute à cela la construction de 32 magasins communautaires au profit de 18 700 ménages, la dotation de 10 magasins de 75 tonnes de céréales et la formation de 70 producteurs en gestion des stocks et des céréales et de magasins communautaires. Le projet a mis en œuvre un certain nombre d'activités. On peut voir que déjà dans le processus, il y a eu ce transfert de compétences, et ce renforcement de capacités. Aujourd'hui, ces paysans qui ont participé déjà à tout le processus, parce qu'ils ont été consultés dès la base pour le choix du site, ils ont été consultés pour tous les autres processus, ils ont participé au processus d'aménagement. Donc aujourd'hui, ils sont à même de pouvoir reproduire le même modèle. Donc on peut dire que sur ce plan de transfert de capacité, de renforcement de capacité, c'est déjà quelque chose de très important. Donc ils sont à même de pouvoir reproduire la même chose ailleurs. Ils n'ont plus besoin que le projet soit derrière eux. Et ça, c'est un objectif très important. Ces mêmes bénéficiaires étaient ceux qui étaient sur le terrain et impliqués, comme je disais tout à l'heure, non seulement dans l'apprentissage de ce qu'il y a à faire, mais dans le faire. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une certaine compétence, mais en dehors, en plus de ça, ils ont été rémunérés. Et évidemment, c'est des revenus qui sont réinjectés dans la société. Et on peut le noter au travers des différents témoignages. C'était des montants, évidemment, qui varient. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces revenus leur ont permis, puisque ça a coïncidé à des moments les plus difficiles, les moments de soudure, ces revenus leur ont permis de reconstituer au niveau des ménages leurs besoins en céréales et au-delà de ça même, de pouvoir s'offrir des produits de première nécessité et bien d'autres choses encore. Vraiment, on peut dire, sur la base de ces témoignages, que le projet est allé même au-delà de ce qui était, oui, absolument.
Dinkala, un village situé à 35 km de N'Djamena Bilala dans la province du Bata, il n'y a pas d'eau potable. C'est dans cette mare qui s'est constituée dans une ancienne carrière abandonnée après les travaux de construction de la route reliant N'Djamena Bilala à Ambassadna que les habitants du village et les animaux se partagent l'eau pour étancher la soif et soulager le reste de leurs besoins. البوت على هسه انينا قاعدين في خشمه ده انينا 15 هلال كي قاعدين نشربوا منه. Nous sommes actuellement au bord d'une mare, une source qui alimente 15 villages environnants. Nos bétails aussi s'abreuvent là. Nous-mêmes, nous buvons cette eau. C'est avec beaucoup de risques, mais nous n'avons pas le choix. Cette eau peut nous rendre malades. Les enfants font souvent la diarrhée. كل شيء ده بس بسبب لنا امراض وان لنا خطوره دور الشركه فرسات تنظمها لنا ده هسه ده تنظم. Puisque cette eau n'est pas propre. C'est pour cette raison que nous sollicitons du projet Parsat la construction d'un château d'eau ici, afin que les habitants des 15 villages qui boivent cette eau de la mare du village d'Ankala puissent avoir de l'eau de bonne qualité. L'eau du forage est meilleure que cette eau de la mare. Le volet environnement et changement climatique, c'est un volet également essentiel dans la mise en œuvre du projet. Le projet, c'est un projet résilience agricole. Et quand on dit résilience, effectivement, c'est que toutes les activités que nous devrons mettre en œuvre dans le cadre de ce projet doivent non seulement respecter l'aspect environnemental pour que toutes ces actions n'aient pas de nuisances au niveau environnemental, mais l'innovation au niveau de ce projet, c'est que nous avons des partenariats avec des services spécialisés. Je veux dire les services de la météorologie, la direction des ressources en eau et le Centre international en agroforesterie, ICRAF, qui est basé à Nairobi, qui nous fournissent des informations très essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et ces informations sont utiles pour les producteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas des informations sur la météo, vous n'avez pas des informations sur comment on appelle le niveau de dégradation des sols et de quelle façon il faut l'amender, avec quel type de produit il faut l'amender. Si vous n'avez pas la connaissance sur le niveau de rechargement de la nappe phréatique, etc. Si vous ne faites pas suivre ces informations, vous ne pouvez pas valablement donner des conseils utiles aux paysans. Et le volet environnement, au-delà des aspects environnementaux essentiellement sur lesquels le projet se focalise pour la mise en œuvre des activités, donne aussi des informations très essentielles aux paysans et qui les aident à pouvoir intégrer cela dans le cadre de la résilience agricole. Le Parsat en supervision dans cette zone a envisagé de résoudre rapidement le problème d'eau potable dans le village d'Inkala. Ici, il y a 26 clubs environnementaux avec un effectif de 6140 élèves qui ont été formés sur les enjeux environnementaux. Cette mission est une mission en fait de supervision d'un projet qui lui-même est un projet de résilience, donc qui doit prendre en compte la question du changement climatique et la question environnementale, toujours dans l'objectif de l'amélioration des conditions de vie des personnes. Donc sur le terrain, on a pu voir un peu les réalisations du projet. Globalement la dimension environnement et changement climatique est prise en compte.
Mais nous sommes maintenant presque arrivés à la moitié, à la mi-chemin, à la mi-parcours de ce projet. Et l'accent doit être mis sur la réalisation d'actions concrètes au profit des populations. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a créé le cadre qui permettrait d'engager des actions, que ce soit en matière d'infrastructure, on a construit, que ce soit en matière de formation ou en matière d'acquisition d'équipements. Maintenant, il faut que tous ces éléments qui ont été acquis au cours des 2-3 dernières années puissent maintenant être mis en œuvre au niveau de la production, au niveau de l'amélioration des conditions de vie. Au niveau environnemental, il y a des actions quand même intéressantes qui ont été menées, qui sont menées par le PARSAT, par ce projet. D'abord au niveau de l'éducation environnementale, je crois que l'avenir, nous savons tous, ce sont les jeunes. Et donc avoir ciblé les lycées, les collèges, les écoles comme lieu à promouvoir en matière d'éducation environnementale à travers la création de clubs environnementaux est une chose absolument fondamentale. Et ce qui est intéressant dans cette mission, c'est que aussi nous avons pu discuter avec les professeurs et notamment l'école normale. Et je crois que agir au niveau des professeurs, les professeurs sont des vecteurs de diffusion de l'information. Donc je crois que c'est aussi un très très bon partenaire et nous allons essayer de renforcer cette coopération avec le corps enseignant. Ce concept de changement climatique est un concept qui vient au niveau international, mais au niveau local, les gens vivent la sécheresse, vivent les conditions terribles en matière d'accès à l'eau. Donc au niveau local, ils ne parlent pas de changement climatique. Ils parlent d'accès à l'eau, comment survivre. Et c'est ça le problème, la sécheresse. C'est ça les problèmes réels qui se posent au niveau local et ils ne pensent pas du tout à ces concepts de changement climatique, mais ils le vivent eux-mêmes. Mais nous, prenons en compte cette dimension, sachant qu'il y a effectivement une évolution du climat. On doit mettre l'accent sur les mesures qui permettraient d'atténuer l'impact des changements climatiques sur les conditions de vie des populations et sur les milieux. Par exemple, j'ai été très frappé par la question de l'eau. La question de l'eau dans les différents départements qu'on a visités. Et c'est une question fondamentale et qui doit être prise en compte de manière primordiale. Par exemple, le PARSAT a prévu des puits pour les sites maraîchers. Mais la question de l'hydraulique villageoise ou bien pour l'alimentation, pour les personnes, pour les hommes, n'est pas un des objectifs du PARSAT. Mais face à la réalité, nous disons maintenant qu'il faut faire les deux, quitte à orienter le projet. Mais notre finalité, l'ultime finalité, c'est l'homme, c'est l'être humain. Donc toutes les actions que nous menons en matière d'amélioration des conditions de production, c'est pour l'homme. Mais si l'homme n'a pas accès à l'eau, ça n'a aucun sens. Donc nous sommes en train de voir pour aussi orienter, prendre en compte cette dimension essentielle qui n'était pas prévue dans le projet au départ, mais qui est une condition sine qua non pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et puis que les femmes ont bénéficié des formations en alphabétisation grâce à l'initiative du projet PARSAT dans la province du Guéra, elles s'occupent désormais de mieux en mieux de la nutrition de leurs enfants. De même qu'elles parviennent à mieux administrer les produits de soins à leur progéniture. Depuis lors, des séances de sensibilisation sur la malnutrition sont organisées en faveur des femmes et se poursuivent à travers le village. Une réelle prise de conscience s'observe même auprès des chefs de famille. Pour préparer de la bouillie, voici les ingrédients qu'il me faut. Je prends le mûr rouge. Je le mets dans un récipient qui contient de l'eau et je le laisse jusqu'au petit matin. Je prends aussi des niébés. Je mélange les deux avant de les mettre au feu. Un demi-corot de niébé, un corot de mûr rouge mélangé. Et je fais moudre au mollet. Une fois bien écrasé au mollet, je prépare la bouillie. Je prends un verre de cette farine
et 2 verres d'eau que je mélange. Tous ces ingrédients sont des produits locaux. Je mets une marmite au feu et je mets 3 verres d'eau. Je prends également la pâte d'arachide et j'ajoute un peu de citron. Je laisse bouillir pour obtenir ma bouillie enrichie. Et voilà. Les mamans qui respectent les orientations données en appliquant les prescriptions nutritionnelles pendant l'alimentation de leurs enfants deviennent des mamans lumière. La santé, la table, la date, la température, le tétanos, le docteur consulte Patale, il a le tétanos. Nous avons eu à sillonner 5 départements sur les 6 que couvre le projet. Et l'activité principale que nous avons suivie, c'est l'alphabétisation et la nutrition. Parmi tous les villages, parce qu'en fait on a parcouru au moins 15 villages dans les 5 départements. L'impression que j'ai eue, c'est une impression de satisfaction. Parce que en fait, quand vous prenez dans un village, qui sont presque là où il n'y a même pas l'école, l'activité alphabétisation, ça a permis aux femmes ou bien aux hommes, aux jeunes hommes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, de lire quand même en français ou bien en leur langue. Et il y a une synergie qui a entre l'alphabétisation et le commerce à Gers et l'alphabétisation entre la nutrition. C'est-à-dire, on a constaté que par rapport à l'alphabétisation, elles arrivent à bien maîtriser les thèmes de sensibilisation qu'elles ont à diffuser au niveau de la population. Surtout, je parle des animatrices. Et les animatrices, elles sont en même temps des moniteurs de l'alphabétisation. Donc vraiment, il y a une synergie entre activités d'alpha avec le commerce parce que, en fait, même pour le domaine de l'agriculture, elles ont vraiment concilié comment lier le thème de la production agricole à l'alphabétisation parce que toutes les thématiques se passent dans les champs. C'est-à-dire quand on prend une spéculation, comment arriver à semer une laitue par exemple, elles arrivent à expliquer terre à terre comment elles utilisent les itinéraires techniques, tout ça là, en français. Donc ils remplacent carrément un agent encadreur. Parce qu'en fait c'est le rôle même des agents d'encadrement. Et que les agents d'encadrement sont un peu absents dans la zone, eux, les animatrices ou bien les apprenants, ils jouent carrément le rôle de ces encadreurs. Donc vraiment, c'est une impression de satisfaction que j'ai eu à rencontrer. Par exemple, la nutrition, on a remarqué que le taux de malnutrition a un peu baissé par rapport. J'étais là dans la mission de supervision courant juin dernier. Mais pour cette année, quand on a eu à constater, le taux de malnutrition a baissé. Parce qu'elles disent que la pratique de la bouillie simple qu'elles donnaient aux enfants ou bien l'allaitement exclusif, on n'en trouve pas du tout les enfants malnutris. Et même par rapport au thème sur l'hygiène de l'eau ou bien le paludisme ou bien la consultation prénatale, certaines femmes ont accès au centre de santé pour pouvoir aller faire des consultations prénatales ou bien amener les enfants à la vaccination. Tout ça donc vraiment c'est un plus. Et je pense que vous venez de voir les figurines, c'est-à-dire le tableau que la nutrition a mis à la disposition de ces apprenantes-là. C'est vrai, elles n'ont pas pu encore faire la formation, mais en fait elles sont en avance. Elles sont en avance par rapport à leur programme même de formation. Donc on a vu que vraiment elles ont vraiment maîtrisé le thème qu'elles ont appris au niveau de Mongo pour pouvoir restituer au niveau de la population. L'aspect nutrition
l'aspect alpha, l'aspect champ école paysan, l'aspect activité génératrice de revenus. Tout cela, tous ces volets sont imbriqués les uns dans les autres. Ce qui fait qu'il y ait une intégration parfaite. Il se trouve que les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils ont besoin de savoir écrire, lire, compter. On ne peut pas mener une activité génératrice de revenus si on ne sait pas faire les 4 opérations. Les calculs, soustraire, additionner, multiplier et diviser. On ne peut pas valablement tenir une comptabilité si on ne peut pas transcrire ne serait-ce que ce qu'on a acheté, ce qu'on a vendu et qu'est-ce que cela a rapporté. D'où la nécessité d'avoir l'alphabétisation à côté. L'alphabétisation sert également à la maman, à la femme, pour que quand elle va à l'hôpital et quand on lui prescrit des médicaments à son enfant, qu'elle puisse savoir administrer ces médicaments à son enfant. Ça lui permet également d'aller au-delà de ça, sur les aspects nutritionnels, sur les aspects de la vaccination, sur les cultures maraîchères. Donc on leur enseigne ça et c'est ça qui fait que l'alpha devient l'alphabétisation fonctionnelle. Donc la fonctionnalité vient avec ça. C'est pour vous dire que les activités sont liées les unes à côté des autres, etc. Et c'est ça qui fait que le projet est un projet résilient, c'est un projet intégré. Donc tous ces volets sont exécutés de façon satisfaisante aujourd'hui. Et donc la mission s'en est rendue compte et la mission est très satisfaite par rapport à la mise en œuvre du projet parce que moi je peux dire que je suis satisfait. Mais quand de l'autre côté, ceux qui viennent, un œil extérieur, et si je trouve un autre son de cloche, à partir de ce moment, c'est que j'ai dit que je suis complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, moi je suis satisfait, la mission est satisfaite, tout le monde est satisfait. On estime que le projet est en train de mener ses activités de façon à atteindre ses objectifs. Il en est de même dans le village Djogolo. Le PARSET a mis en place 44 champs écoles paysans regroupant plus de 2000 apprenants formés aux techniques des productions agricoles avec la fourniture de 9 tonnes de semences et de variétés améliorées. Bon, c'est vrai d'abord que nous sommes ici dans le cadre d'une mission de supervision et aussi une mission de préparation du programme de travail pour 2019. Donc nous sommes presque déjà en fin d'année, donc c'est le lieu pour nous de voir un peu, de faire comme vous avez dit le bilan de l'année. Moi particulièrement, je suis venu regarder ce que les bénéficiaires ont fait avec le projet dans le cadre de l'intensification des productions. Vous savez que dans ce cadre-là, il y a deux aspects. Il y a les aspects de production, c'est-à-dire d'intensification de la production, et des aspects d'apprentissage à travers les champs écoles paysans. En ce qui concerne l'intensification, le projet a fait avec les bénéficiaires un travail appréciable. On a aménagé avec, dans certains villages 50 hectares, 40 hectares pour les cultures pluviales, le sorgho, et aussi pour les cultures de décrue. Et parallèlement à ces aménagements des cultures à grande échelle, on a pris, n'est-ce pas, un certain nombre de paysans pour les apprendre des techniques améliorées, avec des semences améliorées. C'est ce que nous appelons les CEP, quoi, c'est un cadre d'apprentissage des itinéraires techniques des cultures et de tout autre d'autres thèmes de discussion. En fait, c'est quand même comme une école. Donc, à travers les opérateurs, les techniciens, ces écoles ont été bien animées. Je crois qu'il y a eu au total plus de 120 CEP. Enfin, tout ce qui a été programmé cette année a été réalisé en termes de champs écoles, quoi, en termes de champs écoles. Ainsi que les aménagements, on a aménagé, je crois, autour de 2000 hectares. Hein. Donc, en termes d'aménagement, les prévisions ont été réalisées
Et nous avons eu la chance que cette année, il y a une très bonne pluviométrie, n'est-ce pas, et que ce qui, n'est-ce pas, on n'est plus dans le cadre de perspective, on voit déjà les très bonnes récoltes. Donc nous avons pu estimer en termes de rendement sur le sorgho des améliorations de près de 30%. En prévision, les cultures de décrue qui se présentent aussi, qui sont aussi bien. Mais nous avons seule l'inquiétude, c'est les attaques. Parce que l'année passée, il y a eu aussi de bonnes perspectives, mais les chenilles boreuses, n'est-ce pas, ont quelque peu ralenti nos espoirs. Donc on espère que cette année, ce ne sera pas le cas. De manière globale, le PARSAT, je peux dire que c'est un projet qui se porte bien. Les chiffres sont là pour attester. Normalement, pour un projet agricole qui se met en œuvre dans un environnement quand même assez difficile, où il y a la pauvreté, où l'éducation des populations n'est pas à un bon niveau, où il y a des problèmes d'aridité, dans un climat sahélien avec beaucoup d'imprévus, on pourrait s'attendre à ce que les taux d'exécution à la mi-parcours, parce que la mi-parcours de ce projet c'est dans 8 mois, autour de juin 2019. À ce niveau-là, on pourrait s'attendre qu'on pourrait être dans les 40% des taux de réalisation financière. Mais pour le PARSAT, nous sommes déjà à 57%. 57% de taux d'exécution financière, hormis, c'est-à-dire on n'a pas pris en compte les engagements du projet. Si on met les engagements du projet, on serait autour de 65% déjà. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire à l'équipe du projet que lorsqu'on a ce genre de tendance, et ce n'est pas seulement pour la réalisation des infrastructures, qui sont les aménagements agro-agricoles, mais également il y a un certain nombre d'activités d'appui, l'accès aux semences, les programmes environnementaux, tout s'avance presque au même rythme. Donc du coup, on dit que le projet a atteint d'avancée et là, il faut féliciter l'équipe de projet qui maîtrise bien son affaire, qui est engagée. Et donc, globalement, on devrait plutôt commencer à réfléchir sur comment consolider les acquis dès maintenant. Parce que la plupart des projets, le problème qu'il y a, c'est les problèmes de la durabilité des acquis et des investissements. Donc, pour le moment, il faut que le PARSAT se consacre maintenant. Par exemple, si vous avez fait les magasins, il faut regarder qu'est-ce qui ne marche pas, comment c'est géré, les comités de gestion. Si on a fait des aménagements, les routes par exemple, quel est le niveau de suivi, les comités de gestion, les brigades d'entretien, comment ça fonctionne. Et prendre aussi les leçons de ça pour la suite. Au lieu de multiplier à faire des investissements, mais commencer plutôt à mieux consolider cela. Et les derniers investissements qu'on va faire s'appuie sur les leçons apprises sur les premiers pour être mieux fait, de manière à ce que quand le PARSAT est en train de partir, quelque chose de solide reste. Quand il y a une mission de supervision, c'est qu'il y a des constats, des analyses. Parce qu'au cours de la mission de supervision, la mission discute avec les bénéficiaires, elle discute avec les cadres du projet, elle discute avec tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre du projet. Et à l'issue de ces constats, il y a des points positifs. Et là, je suis très satisfait par rapport aux points positifs sur l'ensemble des composantes et des volets mis en œuvre dans le cadre de ce projet. Mais il y a également des faiblesses à renforcer. Et ce sont ces faiblesses-là qui font l'objet des recommandations. Quelquefois, les recommandations dans leur formulation peuvent poser des problèmes. Mais avant que la mission ne puisse consigner ça dans l'aide-mémoire, on s'accorde quand même pour que
il y ait plus de détails et de précisions dans les recommandations afin qu'elles soient suivies d'effet. Généralement, les recommandations elles sont mises en œuvre de façon parfaite, sauf les recommandations qui quelquefois elles ne sont pas très claires ou quelquefois quand leur mise en œuvre nécessite d'expertise que nous n'avons pas sur place ou qu'il faut aller chercher ailleurs. Et dont la mobilisation peut-être prend beaucoup de temps et tout. Mais sinon, le plus souvent, les recommandations, elles sont mises en œuvre. Et c'est ça qui aide la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, hier, quand la restitution à chaud a été faite au niveau de Mongo, pour la plupart, les gens qui ont pu faire les présentations, ils étaient satisfaits de la mise en œuvre du projet. Et par la suite, il y a eu également des témoignages qui nous ont donné du bon au cœur et qui nous aident toujours à aller de l'avant parce qu'on estime qu'on est dans le droit chemin. La zone d'intervention du PARSAT dispose d'un fort potentiel agricole encore peu exploité. Dans cette zone qui couvre une superficie de 90 200 km² avec une population d'environ 877 200 âmes, l'agriculture est fortement pratiquée, surtout les cultures pluviales telles que le mil, le sorgho, l'arachide, le sésame et le niébé, ainsi que les cultures des décrus bérébérés et les cultures maraîchères des contre-saisons.